Ok. Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Théo Travers, je suis en doctorat mais en troisième année, donc là c'est un petit peu sur la fin. Je travaille donc au laboratoire Moltec-Anjou, donc qui est à la fac. Je ne sais pas si vous avez déjà pu, voir ce laboratoire. Donc dans cette présentation, je vais rapidement parler de mon parcours qui m'a amené jusqu'au doctorat, et puis, les différentes expériences que j'ai eues et pourquoi en fait, j'ai décidé d'aller vers le doctorat. Et puis je terminerai plutôt sur un retour d'expérience, on va dire, qu'est-ce que j'ai apprécié? Qu'est-ce qui a été plus difficile durant ces 3 ans ou même pour en arriver jusque-là? Donc, je vais commencer par mon parcours. Je suis parti d'un bac STI 2D, donc le côté un petit peu plus technique. Donc, j'ai réalisé un projet d'éclairage public intelligent à cette époque-là, donc j'étais déjà un petit peu dans les projets. J'ai vraiment bien aimé cette formation, quoiqu'elle elle manquait peut-être un petit peu de théorie. Après ça, j'ai décidé de continuer, on va dire peut-être dans la voie de prédilection après le bac STI maintenant, c'est le DUT, donc c'était en génie thermique et énergie à Nantes. Donc là, c'était toujours, on va dire très orienté technique, mais quand même avec un apport, théorique qui était pas négligeable et intéressant pour la suite. Et vraiment ce que j'ai adoré dans ce DUT et ce que je conseille d'ailleurs, pour les gens qui aiment bien la technique, c'est qu'on était vraiment au plus près de tout ce qui était, expérience, manip, vraiment en tout genre. On est passé par, la phase démonter des moteurs de voitures, jusqu'à, apprendre à faire la pose de chauffage, donc notamment avec un stage ouvrier chauffagiste que j'ai réalisé, du bureau d'études, donc là, c'est dimensionnement de pompes à chaleur, de réseaux, de climatisation pour des entreprises et cetera. Donc là, vraiment un stage, vraiment très technique et vraiment une bonne expérience. Mais bon, à la fin de ce DUT, je me sentais un petit peu, on va dire, encore sur ma faim, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de pratiques, mais ce à quoi on avait le droit, on va dire, d'atteindre après un DUT, en termes d'emploi, c'était un petit peu décevant pour moi parce que ça restait, on va dire, très redondant et assez peu, on va dire, dans le corps même de la science. Donc j'ai décidé après de m'orienter vers une licence. Donc j'ai fait la licence 3 de physique appliquée, ici même à UFR Sciences à Angers. Donc le pas était un petit peu difficile, j'avoue, parce que j'avais jamais fait d'optique, de par la STI et cetera. J'avais jamais fait d'optique, donc tout ça, c'était vraiment nouveau. Je suis arrivé, équation de Maxwell, je connaissais rien, donc c'était un petit peu compliqué. Mais il y avait quand même un côté avec l'optique que j'ai toujours adoré. La lumière, ça m'a toujours un petit peu intrigué, donc j'ai vraiment apprécié cette licence et là où j'ai vraiment pris, on va dire, j'ai vraiment noté un peu ma passion pour ce domaine. C'était, lors de la réalisation des TP en premier lieu et après ça a été, le stage avec, notamment Mathieu Loumagne. Rapidement pour expliquer, c'était, la réalisation d'un dispositif de photolithographie par gravure laser. Alors pour, que ce soit plus simple, en gros on voulait, graver sur, des plaques, photosensibles des motifs que l'on voulait, réaliser et donc pour ça, nous, on a tout réalisé de A à Z. Donc c'est-à-dire qu'on a pris des lecteurs, des vieux lecteurs, Blu-ray ou DVD, on a démonté les moteurs, on a sorti les moteurs, pas à pas et on les commandait avec des Arduino, donc il fallait sortir les fils et cetera, tout faire nous-mêmes et lier tout ça avec une interface, sur l'ordinateur, un logiciel, Arduino tout simple. Donc ça, c'était vraiment intéressant, j'ai adoré parce qu'il y avait vraiment le côté théorique et en même temps le côté, optique un peu, théorique avec les puissances, calculer un peu tout ce qu'il fallait et cetera. Donc ensuite, je suis parti sur un master, donc là, moi, je me suis pas trop posé de questions. J'avoue qu'après la licence, ça m'a plu, donc j'ai dit, «Le master, c'est parti». Ça faisait peur à pas mal de gens l'optique, mais moi, j'ai toujours aimé ça, donc vraiment une bonne formation. J'ai continué avec un stage, en M1, toujours avec Mathieu Loumaigne, mais cette fois sur la réalisation d'un dispositif de mesure de diffusion dynamique de la lumière. On appelle DLS. Pour faire simple, vous avez un échantillon dans lequel, un fluide, dans lequel vous avez des particules qui ont une certaine taille, mais vous ne savez pas qu'après une réaction chimique, par exemple, quelle est la taille de vos particules. Donc vous voulez, connaître ce genre d'informations, donc qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez un laser à travers cet échantillon et donc ce laser, en fait, à la rencontre des particules, il va vous donner un pattern assez intéressant, ce qu'on appelle un speckle. Alors ici, c'est pas animé, c'est statique, mais c'est un petit peu ce que ça donne et ça bouge légèrement au cours du temps. Et donc grâce à ça, vous pouvez extraire en fait des informations
en fonction de l'angle sur lequel vous vous trouvez, etc. Tracer une courbe et extraire des informations sur la taille et sur on va dire la distribution des tailles dans votre échantillon. Donc là, pareil, il a fallu monter toute la manip de A à Z, analyser les courbes, mettre au point une interface qui permet de faire les fits des courbes, etc. Donc vraiment super intéressant, je commençais vraiment à m'épanouir. Et puis après est arrivé donc le stage, enfin le master 2, où là vraiment, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce master, c'est que on partait plus sur quelque chose de type recherche. Donc on avait beaucoup plus on va dire de cours où les profs nous donnaient, on va dire, des documents, ils disaient voilà ce auquel vous avez le droit, et puis débrouillez-vous avec ça, répondez un peu au sujet, alors que ce soit en TP ou en examen. Donc j'ai vraiment adoré ce côté un peu plus recherche, quoi, autonome. Et donc ce master, en fin de master, j'ai fait mon stage de 6 mois sur le sujet qui allait que mon doctorat, que la mission de mon doctorat m'a donné, en gros. Donc c'était, alors le nom un petit peu barbare toujours, c'est toujours d'ailleurs suivi de nanoémetteurs de lumière en régime microfluidique grâce à la microscopie non linéaire. Alors il y a beaucoup de mots là-dedans, mais globalement, pour remettre ça un petit peu en contexte, je dirais donc qu'on développe des outils physiques au service de d'autres disciplines, comme par exemple la biologie ou la chimie, lorsqu'ils veulent étudier des comportements dynamiques. Donc, par exemple, en biologie, tout simplement, eux, ils utilisent souvent le fait d'utiliser des marqueurs fluorescents sur des molécules qui les intéressent, qui vont aller circuler dans les cellules vivantes. Donc ça peut être étudier la dynamique de transmission, de stockage, d'agrégation, saturation d'une molécule, d'un médicament par exemple qu'ils veulent étudier. Ça peut être également des choses qui sont assez inconnues et aller vers on va dire, étudier le comportement de la cinétique de croissance des cristaux. C'est quelque chose qui est assez peu connu. Et donc certains cristaux sont émetteurs de signaux de fluorescence ou de SHG. Et donc nous, c'est une méthode de prédilection, on va dire, pour pouvoir étudier ce genre de comportement et comprendre comment ça se passe. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on utilise comme méthode? On utilise le mouvement brownien. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le mouvement brownien, si une microparticule, on va dire 100 fois plus petite que la taille d'un cheveu, donc environ 1 micromètre, se retrouve dans un fluide, eh ben, vu qu'elle est entourée d'autres molécules, alors si on prend de l'eau par exemple, cette particule en fait, elle va bouger dans tous les sens. Et ça va être dû à quoi? Ça va être dû à l'agitation thermique, parce que toutes les molécules autour d'elle, elles viennent la percuter à chaque instant. Et donc ce mouvement, si on regarde, non pas les molécules puisqu'on ne peut pas les voir, mais notre particule qui est en train de bouger dans le temps, on peut reconstruire une trajectoire. Donc ça, c'est à droite par exemple la reconstitution de trajectoire de particules dans de l'eau. Et donc on peut voir que grâce à ces trajectoires, quelques formules, je vais passer rapidement, et quelques outils statistiques, eh bien on peut retrouver la taille de ces particules, puisqu'évidemment une particule très grosse aura du mal à bouger face aux impacts, alors qu'une particule beaucoup plus petite va être très animée. Bon, ça, c'est toujours des choses qui sont faites régulièrement en biologie et qui sont assez connues. Donc nous, on voulait rajouter, on va dire, un facteur au problème, c'était d'étudier ce qu'on appelle des cristaux qui sont émetteurs, par exemple, de SHG. Et ces cristaux, ils ont besoin d'une intensité vraiment colossale pour pouvoir activer leur réponse qu'on appelle non linéaire. Alors là, il y a une petite image avec les deux objectifs pour imaginer ce que ça peut être. Si en bas, là, votre faisceau que vous voyez, ce serait de la fluorescence, donc on pourrait voir que sur tout l'échantillon, en fait, vous pouvez exciter vos particules, vos molécules. Alors qu'en SHG, eh bien, en fait, il y aurait que uniquement à l'endroit où le faisceau est le plus étroit, le waist, ce qu'on appelle du faisceau, là où c'est le plus concentré, là où vous pourriez activer les effets non linéaires. Donc ça va provoquer deux choses. Ça veut dire que vous avez un volume dans lequel vous allez exciter vos molécules qui est très très petit. Et en plus, on ne peut pas faire d'images qu'on appelle grand champ. Habituellement, on fait des images, on dit voilà, je veux toute cette zone-là, on envoie un signal d'un laser ou d'une lampe très très forte sur toute cette zone, et ça suffit pour exciter toute l'image. Là, on a besoin de faire du point par point, c'est-à-dire que notre petit point que vous voyez ici, on va être obligé de le déplacer sur toute la zone que l'on veut scanner, et ensuite, a posteriori, recréer l'image en fait, l'image qui est la réponse de notre échantillon face à l'excitation qu'on lui a imposée avec notre laser.
Donc ça crée 2 problèmes parce que pour résumer, on a un faible volume d'observation, une faible cadence d'image parce qu'on est obligé de balayer point par point pour former une grande image. Et moi, je vous ai dit qu'on voulait enregistrer des trajectoires. Donc ça veut dire que les particules sont en mouvement alors que on a une faible cadence d'image. Donc suivre quelque chose qui est en mouvement alors qu'on est très lent en termes d'observation, c'est assez contradictoire. Donc là, il a fallu qu'on réfléchisse à 2-3 choses pour essayer de mettre au point et améliorer notre technique et rendre ça possible. Donc évidemment, nous, ça n'a pas été une solution miracle, mais ça a été un compromis qu'il a fallu trouver. Donc on a été, comme souvent, si on veut tirer profit de l'avantage, par exemple, en termes de rapidité, on va forcément perdre sur un autre plan. Donc nous, on a décidé de perdre par rapport à la résolution qu'on avait directe sur notre image et de gagner en vitesse d'acquisition. Donc je m'explique. Si vous voulez imaginer une particule, donc là vous voyez il y a tous les pixels, on est quand même bien défini pour la particule, il y a beaucoup de pixels pour définir cette particule. Si on décide de réduire le nombre de pixels pour définir cette particule, eh ben, on sait que notre laser qui doit venir scanner notre zone, s'il a 10 fois moins de pixels à scanner, eh ben, il va aller beaucoup plus vite. Donc là on augmente notre vitesse d'acquisition. Et tout en essayant de garder le minimum d'informations nécessaires dans notre image en termes de pixels pour qu'on puisse facilement déterminer où est le centre de notre particule pour les trajectoires, etc. Deuxième point, peut-être un petit peu plus difficile à comprendre là, c'est de diminuer, on va dire, entre guillemets, la qualité de notre objectif, sa capacité à focaliser la lumière en un point. On va diminuer cette qualité pour agrandir légèrement en fait, le volume. Donc on va perdre en termes de précision, si je pouvais dire de netteté en fait, sur l'image, pour gagner en volume d'excitation. Donc là, cette fois, notre particule ne pourra plus sortir du volume, etc. Et donc on aura des longues trajectoires, avec une haute cadence d'acquisition. Donc statistiquement, pour établir après une taille, c'est beaucoup plus pertinent. Donc deuxième point qui est dans mon titre de thèse, c'est en régime microfluidique. Alors qu'est-ce que c'est que la microfluidique? C'est de mettre en place donc, ce qu'on appelle des micropuces. Donc là, vous avez une petite image de ce qu'on a réalisé pendant notre thèse. Donc là, c'est vraiment nous qui les faisons. Et donc, vous pouvez voir, il y a des micro-canaux ici, de toutes formes. Et ces micro-canaux, en fait, à partir du moment où ils font environ la taille d'un cheveu, l'épaisseur d'un cheveu, une centaine de micromètres, et ben, les conditions de circulation des fluides à l'intérieur sont un peu différentes de ce qu'on a d'habitude. Il n'y a plus de turbulence. Tout est laminaire. Donc, ça veut dire que, comme sur l'image, ici, vous avez un produit A, un produit B qui viennent se rencontrer. Eh bien, on va avoir une interface entre les deux où la réaction entre les deux produits va pouvoir être étudiée de façon très localisée. Deuxième point, on peut avoir une expérience qui se fait en continu, donc avoir beaucoup de points de mesure. Et en plus, troisième avantage, c'est qu'on peut observer la chronologie de notre expérience. C'est-à-dire que quand les deux produits se rencontrent ici au début de l'expérience, tout au long de, si vous faites ça pendant 1 heure, ben ça sera toujours on va dire l'instant, le premier instant de votre réaction ici. Et ainsi de suite. Plus vous progressez dans le canal, peut-être qu'ici ce sera 10 secondes après, vous verrez votre réaction. Donc on a un contrôle des conditions d'expérience et une reproductibilité qui est vraiment intéressante. Donc qu'est-ce qu'on a fait avec tout ça? Si je veux reprendre un petit peu l'aspect mouvement brownien, trajectoire, etc. du début et l'aspect microfluidique, donc là dernièrement on s'est intéressé à créer ce qu'on appelle une feuille de lumière en canal microfluidique. Alors je vais m'expliquer. Ici on a un motif vu de haut, comme tout à l'heure vous avez vu sur l'image des puces microfluidiques, vu de haut du modèle qu'on utilise. Alors ici, on a une entrée du fluide, ici une sortie. Donc on peut voir que notre fluide va circuler dans cette forme en U. Et imaginons que dans ce fluide, on ait des particules fluorescentes. Deuxième point, c'est qu'on va, ici, il y a trois encoches pour venir insérer ce qu'on appelle une fibre, j'appelle ça fibre laser, mais c'est une fibre qui vient apporter un signal laser, donc notre lumière pour exciter nos particules. Et perpendiculairement, on vient insérer une autre fibre ici, mais qui va, elle, jouer le rôle d'une lentille cylindrique. Alors, qu'est-ce que fait une lentille cylindrique? Elle vient focaliser en fait le faisceau, mais dans un seul plan. Donc, c'est-à-dire que ça va créer une nappe de lumière, et pas juste un point focalisé. Et donc ça, c'est très intéressant, parce que vous pouvez voir sur l'image, donc là, je l'ai fait en champ clair pour que vous puissiez voir tout la fluorescence et la configuration. Donc là, notre fibre laser, notre lentille, notre feuille de lumière qui est focalisée ici dans notre canal où circulent les particules. Et vous pouvez voir qu'ici, on voit
aucune particule, alors qu'ici on les voit très nettement. Et donc ça, là, si par exemple j'enlevais tout le fond continu de la lumière là, qui permet de voir la puce, eh bien on obtiendrait ce genre de choses. Et donc là, on peut revoir exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, le mouvement brownien, donc toutes ces particules qui sont agitées dues à ces mouvements aléatoires. Et donc l'avantage de ça, c'est qu'on a un super contraste. On peut voir vraiment, on a un très très beau fond noir avec toutes ces particules agitées dans tous les sens. Et ça, c'est dû à quoi? C'est que notre fibre laser vient exciter nos particules en envoyant cette nappe de lumière dans un sens, dans un plan. Et notre objectif, lui, il vient collecter la lumière, mais dans l'autre plan. Donc ça veut dire que notre objectif, lui, il collecte uniquement la lumière qui provient de ces particules-là et pas du tout la lumière d'excitation. Donc on a des super images qui peuvent intéresser les biologistes pour faire des expériences très, on va dire, contrôlées dans ce genre de conditions. Donc voilà un petit peu où on en est. Maintenant, on va essayer, pour finir la thèse, de regrouper un petit peu tout ça, pour faire ça avec des particules, genre des cristaux, par exemple, émetteurs de SHG, essayer de compliquer un petit peu la chose pour voir jusqu'où on peut aller. Et donc voilà, ça sera un petit peu, là, on arrive sur la fin de ma thèse. Donc maintenant, je vais parler un petit peu d'un retour d'expérience, pourquoi j'ai fait le doctorat. Donc, tout d'abord parce que j'ai toujours aimé me confronter à des problématiques, on va dire, novatrices. Donc, de par le fait que je suis arrivé en licence, je connaissais rien du tout à l'optique. Il a fallu s'adapter, trouver établir, acquérir de nouveaux outils en fait pour répondre à toutes ces problématiques en optique. Donc ça avait pas changé pour moi, j'aimais toujours faire ça. Il a fallu aussi développer des méthodes, on va dire des réflexes face aux difficultés, parce qu'il faut savoir qu'en doctorat, vous allez dans l'inconnu quand même dans beaucoup de cas. Et donc évidemment des difficultés vous allez en rencontrer, autant sur le plan, on va dire, ça peut être motivation, ça peut être, il y a un mur un peu sur un problème sur lequel vous vous penchez, ça passe pas et il faut développer des réflexes par rapport à ça pour essayer de franchir le plus facilement possible tous ces problèmes. Et donc ça rejoint un petit peu ensuite le fait de s'adapter à chaque fois qu'on a un nouveau problème. Faut pas toujours se cantonner aux outils qu'on connaît. Faut aussi s'adapter à des nouvelles choses. Là, je vois par exemple l'arrivée de tout ce qui est l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones, tout ça. C'est des choses, même si on connaît pas, faut essayer de s'y intéresser, aller discuter avec des gens qui font des choses novatrices, utiliser des nouveaux logiciels, des nouveaux langages de codage. Peut-être que voilà, c'est plus performant pour ce qu'on veut faire, etc. Et puis surtout un point je trouve très important qui en fait est pratiquement absent à la fin du master parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on développe naturellement, c'est apprendre à chercher les informations sur internet. Et ça, vraiment durant ces 3 ans, on finit par vraiment développer des outils et des réflexes par rapport à ça, parce qu'au début c'est vraiment dur. On fait l'état de l'art par rapport à notre thèse, il y a des informations partout, on sait pas où chercher, on sait pas quoi prendre. Et on est un peu submergé. Et puis au fil de ces 3 ans, une fois que vous avez besoin d'infos, on sait comment aller chercher les bons articles ou chercher dans les articles, voir si ça nous intéresse rapidement. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de pouvoir facilement s'informer. Et bon, encore à l'heure actuelle, j'apprends encore tous les jours hein, quand on recherche tous ces genres d'informations pour progresser sur notre propre sujet. Donc maintenant, si je devais faire un bilan sur ces 3 ans, alors tout d'abord, moi, globalement, je suis très, très content d'avoir fait cette thèse, même si c'était pas toujours facile. Ça, c'est vraiment le bilan positif que je vais en tirer. Je suis vraiment content parce que voilà, je pense que c'était le truc qu'il me fallait. Mais il faut savoir que durant ces 3 ans, tout va pas être forcément facile. Et alors avant de se lancer dans un doctorat, il faut avoir conscience de ces choses-là, notamment tout ce qui est motivation et les progrès se font vraiment en dents de scie pendant ces 3 ans. Alors au début, non. Au début, vous allez commencer le doctorat, vous êtes à bloc, plein de motivation, tout se passe bien, vous faites l'état de l'art, c'est des choses connues, ça avance, vous faites votre première manip. Et puis là, souvent, il y a le premier mur scientifique, on va dire, qui arrive. Il faut que vous fassiez un truc qui soit un petit peu novateur. C'est-à-dire, c'est pas marqué dans les articles, vous le trouvez nulle part. Mais voilà, il faut trouver avec tout ce qui est autour de vous, les articles, voilà, peut-être des indices, des choses que vous pouvez rassembler entre 2 articles et trouver votre propre solution. Donc c'est toujours gratifiant dès qu'on avance. Ça, j'adore ce sentiment dès qu'on a trouvé quelque chose et que ça marche et que c'est parti là, c'est vraiment gratifiant. Mais par contre, c'est vrai que la motivation est très en dents de scie, donc ça, il faut s'y attendre. Donc évidemment, ça demande de la persévérance quand vous êtes devant le mur, faut continuer, faut pas se démotiver. Et par-dessus, en plus, quand vous essayez d'essayer de trouver des solutions, évidemment, ça marche pas tout le temps. D'ailleurs, rarement, en fait, c'est plus souvent la solution que vous trouvez
Elle marche, on va dire, 1 fois sur 10, donc faut faire preuve d'humilité, faut pas se décourager et faut pas croire que le karma est contre vous, faut essayer de persévérer. Et puis dernier point, et puis je vais finir là-dessus parce qu'il est temps, une chose que j'avais pas prévue pendant ma thèse, mais c'était l'expérience pédagogique. J'étais un petit peu contre le fait d'enseigner. Alors déjà, je tiens à préciser que c'est pas du tout obligatoire, hein. J'avais pas trop envie d'enseigner, puis au final, je me suis laissé tenter quand même et c'était une très bonne expérience. Mais bémol, je dirais que j'ai adoré l'enseignement, j'ai adoré la recherche, mais faire les 2 en même temps, pour moi, j'ai pas trop apprécié ça parce que le capital énergie que vous avez dans une journée, si vous le donnez pour la pédagogie, et bah, derrière pour faire de la recherche, c'est pas toujours facile et vice versa. Donc ça, moi, j'ai eu un petit peu de mal, mais j'ai quand même largement apprécié, ce côté pédagogique. Et puis dernier point, on peut participer aussi à des événements, ce qu'on appelle de vulgarisation scientifique, tels que la fête de la science, qui sont des moments où vous pouvez partager en fait, ce que vous faites en thèse avec des gens qui sont pas du tout dans le domaine. Donc c'est toujours super intéressant, de communiquer, notamment avec tous les jeunes enfants qui sont super intéressés par la physique, donc ça fait toujours plaisir de partager tout ça. Donc voilà, merci, à tous pour votre écoute et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre et j'espère que vous en avez.